Et bonjour. Alors, on va parler de l'effondrement du système, ou des effondrements des systèmes, mais on peut parler d'un effondrement global, quoi, de tous les systèmes. Alors, autant dire que ça va pas être super agréable, d'autant que nous sommes tous un peu coupables en fait, de ce qui va se passer, sans qu'on l'ait forcément voulu, voilà, mais on est tous plus ou moins coupables de cet avènement. Alors je précise tout de suite qu'il n'est pas question de pointer du doigt telle ou telle personne, le voisin il est plus coupable que moi ou quoi, parce qu'en fait on l'est tous donc, consciemment ou non, responsables de ce qui va se passer. Mon but ici, ça serait de fédérer autour de cette idée que notre économie a atteint un niveau de croissance insupportable pour notre monde, et que la rupture adviendra tôt ou tard, peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense. On se dit, on reconnaît que le système va mal, qu'il va se passer quelque chose de grave, on projette vaguement un probable effondrement dans 50 ans, peut-être un siècle, on se dit qu'on ne connaîtra sans doute pas cette époque, ça sera pour nos petits-enfants comme on dit. On va voir ici qu'il est beaucoup plus probable que vous et moi soyons encore en vie lorsque ça va se produire. Alors cette présentation comporte 34 pages. J'ai essayé d'économiser au maximum l'étalage de chiffres, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment à quoi ça correspond, c'est pas vraiment très rentable intellectuellement, d'autant que ces chiffres sont pour le moins effarants, effrayants même, et limite difficiles à croire. Voilà. Alors il y a plusieurs définitions de l'effondrement. Voici celles que j'ai retenues et qui me paraissent les plus importantes et les plus significatives. Alors d'abord celle d'Yves Cochet. L'effondrement, pour lui, l'effondrement se produit au niveau mondial pendant plus d'un an. Donc, les services de base de la population, que ce soit la nourriture, l'eau, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. En gros, la loi n'encadre plus les services publics, ce qui fait que tout tombe, tout part en sucette, quoi. Hein, voilà. Donc la loi n'encadre plus les services publics, ce qui fait que eux-mêmes s'effondrent. Donc il donne quelques exemples actuels. On pourrait citer la Syrie aussi, bien que la Syrie, comme ces trois autres nations qui sont citées en exemple, en fait il y a souvent une aide internationale. En cas d'effondrement, il n'y a pas d'aide internationale. Alors vous voyez en dessous, il y a une petite astérisque qui donne le pédigré donc, de M. Yves Cochet, qui a été ministre de l'Environnement sous Lionel Jospin. Voilà maintenant la définition de l'effondrement selon Pablo Servigne. L'effondrement est l'idée que notre civilisation peu à peu se dégrade, voire meurt. Tout étant interconnecté, surtout à notre époque, une crise dans la finance peut entraîner une crise économique qui entraîne une crise dans les infrastructures, donc une crise politique et sociale, jusqu'à une crise énergétique et climatique, et inversement. Aujourd'hui, on a la possibilité de se trouver face à un effondrement systémique global dont les événements majeurs se produiront avant 2030. Alors, quand il dit qu'on est interconnecté surtout à notre époque, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'il veut dire par là aussi, c'est qu'un système simple, comme je prends l'exemple d'un vélo, voilà, un vélo avec les pignons et la chaîne de vélo. Si vous coupez la chaîne, si vous cassez la chaîne ou si vous cassez un pignon, le vélo s'arrête. Point final. Parce que le système est assez simple et il s'arrête tout seul, très rapidement. Si vous prenez un système d'horlogerie avec plein de petits pignons partout, si vous cassez un pignon, peut-être que le système va continuer à fonctionner pendant un certain temps, avant que ce pignon engendre d'autres pignons, etc. et que finalement ça soit la panne. Mais ça prendra plus de temps. C'est une inertie en fait du système, et notre système géopolitique, économico-thermo-industriel est interconnecté, tout est connecté à tout, ce qui fait que le système en réalité
a déjà commencé de s'effondrer, mais on ne le voit pas encore, parce qu'on est dans cette inertie en fait du mouvement. Il dit et inversement à un moment donné, c'est-à-dire que ça peut être une crise climatique qui entraîne une crise énergétique, qui entraîne une crise politique et sociale, qui entraîne une crise des infrastructures, et puis une crise économique. Voilà, tout étant interconnecté, à partir du moment où ça va lâcher quelque part, le reste va lâcher avec et va suivre. On ne sait pas par où ça va démarrer. Lui, il prend comme allégorie une voiture, donc une voiture de luxe, c'est-à-dire à la terre, qui roule très vite, mais qui manque d'essence, donc qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des limites en fait, qui sort de la route. Ça, ce sont les limites du climat, des écosystèmes, de la biodiversité. Et le moteur fume, c'est la pollution. Et en plus, l'accélérateur et le volant sont bloqués. Eh bien, c'est justement la croissance qui fait que elle nous pousse en permanence à l'accélération. On va voir plus tard pourquoi. Arthur Keller. Alors Arthur Keller, lui, il parle plutôt d'effondrement au pluriel. Alors je l'ai contacté, il m'a donné l'aval pour cette présentation. Il a corrigé quelques petites choses sur son CV parce que j'étais pas au courant qu'il faisait tout ça. Voilà. Alors pour lui, dans les prochaines décennies, nous aurons une descente énergétique et matérielle globale qui va se transformer localement en des ruptures qui nous feront sortir d'un mode hétéronome à une forme d'autonomie locale plus ou moins contrainte. Aujourd'hui, on est dépendant de structures extérieures, de règles extérieures, de lois extérieures à nous, je veux dire à notre localité, à notre propre habitation, à notre propre mode de vie. On est dépendant de tout un tas de lois extérieures, tout un tas de règles. Et un effondrement impliquerait qu'on sorte de ce mode hétéronome, c'est-à-dire d'être assujetti à des règles extérieures, pour rentrer dans une forme d'autonomie où on serait assujetti à des règles locales. Alors locales, c'est-à-dire au niveau d'un village, au niveau d'une petite commune ou par exemple d'une communauté de communes. Dans son imaginaire, il y a une certitude que dans les prochaines décennies, ce processus de descente énergétique et matérielle s'accélérera. Toutes les publications d'experts relatives aux limites naturelles ou à la vulnérabilité des infrastructures tendent à le conclure, effectivement. Ce processus sera d'autant plus chaotique, violent, dangereux et pénible qu'on ne s'y sera pas préparé. Donc pour Arthur Keller, c'est surtout une question de préparation si on ne veut pas que lorsque ces effondrements vont se produire, on soit complètement perdu, complètement vulnérable. Alors, on voit qu'il est question a priori donc de nos ressources, de notre consommation énergétique, et on va donc analyser tout ça. Alors déjà, d'où ça vient? Donc il y a à peu près 90 à 100 millions d'années, l'époque des dinosaures, donc, le Crétacé, la production des hydrocarbures s'est mise en route avec le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Le charbon est arrivé plus tôt, mais enfin c'est pas très important pour nous parce qu'on se rend compte en fait que ces ressources-là existent depuis plus de 100 millions d'années, dirons-nous, et qu'aujourd'hui on les a complètement dilapidées. Notre mode de vie moderne dépend totalement de ces énergies fossiles, essentiellement du pétrole. Un nombre surprenant de personnes croient, alors j'ai mis un V pour dire que ceux qui croient qu'elles sont inépuisables, en fait ils croient, hein, voilà. Parce que c'est la faute d'orthographe récurrente qu'on voit sur certains SMS parfois. Alors rappelons-nous de notre chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier. Lavoisier a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et c'est bien ce qu'on fait. En fait, on transforme de la matière pour en faire du déchet. Au bout du compte, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on transforme finit en déchet. Que ce soit des tôles de voitures dans des décharges, que ce soit des parpaings dans la forêt parce qu'on a la flemme d'aller jusqu'à la déchetterie, que ce soit nos propres déjections, tout simplement, qu'on transforme la nature pour manger et ça finit en déjection, enfin peu importe, tout ce qu'on crée
se transforme en déchets. Et il faut savoir que la thermodynamique repose sur deux principes essentiels. Le premier principe donc, de la thermodynamique, c'est un principe de conservation. Il implique que la somme des énergies associées à un système se conserve. Même si ces énergies peuvent se transformer les unes dans les autres en fonction de leur équivalence. C'est-à-dire on peut triturer des énergies dans un système en vase clos, il n'empêche que ces énergies vont se conserver. On ne va pas en créer plus, on ne va pas en enlever non plus. Le second principe, c'est un principe d'évolution. Il détermine que certaines transformations chimiques sont possibles et d'autres pas. Il y a un sens en fait pour les transformations chimiques. Donc toute la chaleur d'un corps, par exemple l'océan, ne peut pas être transformée complètement en travail. L'entropie, entropie avec un E, c'est la dégradation en fait, ne peut que croître pour atteindre une valeur maximale où le système reste en équilibre. C'est une traduction compliquée de la constatation simple que tout système physique laissé à lui-même, comme un être vivant, tend à se désorganiser. Cela implique aussi que dans toute transformation de l'énergie dans ces systèmes, la capacité d'utiliser l'énergie pour produire du travail et de l'organisation se perd. Plus le temps passe, moins on a la capacité de transformer l'énergie en travail ou de l'organiser. Ça se désorganise. On parle souvent d'une dégradation de la qualité de l'énergie. C'est pourquoi cela introduit une non-équivalence entre le passé et le futur et une irréversibilité des transformations. On ne revient pas en arrière. On va utiliser du pétrole pour fabriquer de l'énergie, parce que le pétrole n'est pas de l'énergie, c'est une source d'énergie qu'on va transformer dans un transformateur, une machine quelconque, et on va obtenir de l'énergie. Un travail quelconque, de la chaleur, de l'électricité, un mouvement, peu importe. Mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne va pas transformer ce mouvement en pétrole. Voilà. Il y a un moment où la dégradation de la source d'énergie devient maximale et stagne. Donc nous, nous appartenons à un système en fait. Certains l'appellent Gaïa. En fait, c'est le système Terre, tout simplement, avec son atmosphère, son sol, son sous-sol, ses océans, etc. Et les deux lois qu'on vient de voir s'appliquent à la Terre en tant que système fini. Donc on est dans un vase clos, on est dans un système clos, dans lequel s'appliquent les deux lois, les deux premières lois de la thermodynamique, enfin les autres aussi, hein, mais les plus importantes sont celles-là. La plus utilisée de toutes les sources d'énergie que nous utilisons, c'est le pétrole. Parce qu'elle permet tout un tas de transformations. Nous avons consommé environ la moitié du pétrole découvert à ce jour. C'est-à-dire 1000 milliards de barils consommés. 1000 milliards de barils. C'est pas une paille, hein. Où en est-on aujourd'hui des réserves depuis qu'on exploite les gisements? Au début du XXe siècle, un physicien qui travaillait chez Shell, le pétrolier Shell, Marion King-Hubbert, a fait une expérience et il a observé les courbes des découvertes de pétrole. Donc quand on arrive sur un gisement potentiel, on commence à trouver du pétrole sur ce gisement, sur ce sol, quoi, dans le sous-sol. Et petit à petit, les découvertes sont de plus en plus importantes et de plus en plus importantes. Puis il y a un moment où, sur ce terrain, on trouve de moins en moins en fait, de pétrole et vient un jour où on n'en trouve plus. Donc la courbe des découvertes forme une sorte de cloche. Mais il s'est rendu compte qu'après, ce gisement, il faut l'exploiter. Alors on va mettre des années en fait pour l'exploiter parce qu'il faut mettre tout un tas d'infrastructures en place, des machines, etc. Et on va commencer à l'exploiter à partir d'un certain moment. Eh bien, la production de pétrole va suivre elle aussi la même courbe en forme de cloche avec un décalage d'une quarantaine d'années. C'est ce qu'il prédisait au début du siècle du XXe siècle,
ce gars, Marion Hubert, et on n'a pas cru. Mais il se trouve que ça s'est produit. C'est-à-dire que le pic de découverte aux USA, c'était 1930, le pic de production, ça a été 1970. Là, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Donc, si vous voyez sur la courbe verte qui est en bas, vous voyez cette sorte de forme de cloche un petit peu là. Alors évidemment qu'il y a des crans, c'est pas, ça fait un petit peu des montagnes russes quoi. Mais globalement, on part de zéro, on monte jusqu'à un pic, puis on redescend. Voilà. Et juste à côté sur la courbe rouge, vous voyez le pic de production qui fait à peu près la même forme, mais avec un décalage d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Et qu'est-ce qui se passe quand les besoins augmentent? C'est-à-dire qu'on produit du pétrole et puis évidemment qu'il y a une demande de pétrole raffiné. Bien, si les besoins augmentent, il vient un moment où, si notre pic de production ne suffit plus, on va être obligé d'importer. Sauf que importer du pétrole, ça comporte des risques, notamment politiques. Si un pays est en guerre avec vous, qui vous fournit du pétrole, il y a de fortes chances qu'il ne vous en donne plus. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis après le pic de production des années 70. Ils ont commencé à importer, et en 73 et en 79, il y a eu le choc pétrolier. Aujourd'hui, les découvertes sont trop peu quantitatives. Avec ce qu'on découvre aujourd'hui, on a du stock, mais avec ce qu'on découvre aujourd'hui, on en aurait pour quelques mois de consommation, pas plus. Mondialement, le pic de découverte, c'est 1960. Donc on peut s'attendre à ce que le pic de production soit dans les années 2000. Eh bien le pic de production, c'était en 2006. C'était en 2006 où 64 pays, 64 des pays producteurs ont atteint leur pic de production. Il reste une trentaine de pays et le pic sera bientôt atteint. En 2006, ça a été le pic de production. En 2008, ça a été la crise des subprimes. On pourrait penser que ça n'a pas de rapport, et pourtant c'est un rapport direct. Le pétrole, c'est de l'énergie. L'énergie produit du PIB. Donc s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de PIB. C'est directement lié. On le verra sur une courbe tout à l'heure. Pour la première courbe qu'on voit en haut en orange, bien c'est tout simplement les découvertes de pétrole de 1947 à 2016, à milliards de barils. Bon, ben on voit qu'il y a eu un gros pic de découverte dans les années 60, et puis, ben, depuis, ça ne fait que dégringoler, et en 2016, bon, on voit qu'il n'y a tout simplement pas de découverte, quoi. Sur la courbe 2, donc, on voit les découvertes en vert, la production en rouge. Nous, on se trouve aux pointillés verticaux, en fait, au sommet de la courbe rouge, à savoir que la courbe rouge n'est pas plate tout en haut, uniquement à cause du pétrole de schiste américain. Donc c'est la production de pétrole de schiste américain qui permet d'éviter que la courbe ne s'aplanisse. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce pétrole, on le verra tout à l'heure, mais ce pétrole ne rapporte absolument plus rien. Donc les industries pétrolières américaines qui exploitent le pétrole de schiste sont en train toutes les unes après les autres de se casser la gueule. Alors on va voir un petit film, c'est une interview du mois de mars 2018 d'Olivier Bérurier, qui est auteur de Lescrises.fr, qui parlait justement de ces deux courbes là, la courbe verte et la courbe rouge, et vous allez voir ce qu'il disait. Va-t-on manquer de pétrole dans 2 ans, en 2020? Eh bien, on voit ça. Pourquoi j'en parle? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que, encore une fois, on est en abondance de pétrole, et puis on a ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit que d'ici 2020, on va avoir des petits problèmes du côté de l'offre. Bonjour, Olivier Bérurier. Bonjour. Auteur du blog L'Écrit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'abondance, encore une fois, de l'offre de pétrole. On a un prix qui s'est relativement bien stabilisé autour de $60. Et là, on a l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit quoi? Dans 2 ans, on va manquer peut-être de pétrole. En gros, dit autrement, on pompera pas assez de pétrole pour répondre donc à une consommation d'or noir qui augmente plus vite. C'est ça le problème. Et puis le problème derrière, on va en parler aussi, c'est qu'on a sous-investi toute cette phase où le pétrole était à $30-40, et on en paye le prix aujourd'hui, parce que si on n'a pas assez investi, on manquera
d'or noir. C'est ça l'idée? Bien sûr, c'est ça l'idée. De toute façon, le problème est assez simple. Il y a une quantité finie de pétrole sur la planète. On dit ça à chaque fois, on dit ça il y a 30 ans. Mais ça, c'est un fait. Ça, oui, mais à chaque fois, on va forer plus loin, plus profond. Oui, mais la quantité, vous avez un stock. Oui. Donc, à un moment donné, on pioche dedans. Donc, on est parti d'un stock 0, on pioche, et un jour, on arrivera à un stock 0. Donc, on voit qu'à un moment, on va forcément passer par un maximum. C'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. Toute la question, c'est quand est-ce qu'il y aura ce pic pétrolier. Mais il y a 30 ans, on disait que dans 30 ans, il y aurait le pic, et maintenant, on dit que c'est dans 30 ans. Pas tout à fait. Les prévisions donnaient plutôt autour des années 2000 sur le pétrole conventionnel. En pratique, il est survenu autour de 2005-2010. C'est le pétrole de schiste qui a un peu complété, mais en tout cas, les estimations de l'époque étaient un tout petit peu, trop pessimistes. Mais enfin, à l'époque, il n'y avait pas non plus. On parle des années 70, au moment où c'est le pétrolier Hubert aux États-Unis qui a créé cette théorie, en tout cas cette explication. À l'époque, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la géologie de la planète. Plus que le peak oil au niveau de l'offre, certains disent que le vrai peak oil, il est au niveau de la demande, avec le développement, encore une fois, des voitures électriques. C'est la question qui sera intéressante. Pardon, c'est connexe au sujet, c'est pas le sujet du jour. Non, mais en effet, c'est une bonne question. Mais en pratique, c'est quand même assez peu probable, puisqu'on voit aujourd'hui qu'on est toujours sur des augmentations assez fortes de la demande. Tous les ans, il y a de plus en plus de demandes de pétrole, d'ailleurs. Il y a un graphique qui montre ça assez bien. On voit que en 2015, on avait un besoin de 2 millions de barils en plus chaque année sur la planète, sachant qu'il y a aujourd'hui à peu près 98 millions, donc une centaine qui sont pompés. Et là, c'est 1 million. Tous les ans, il faut 1 million. Maintenant, ce qu'on projette dans les années à venir, c'est à peu près 1 million de croissance. Enfin, on voit que c'est la moitié vient de la Chine, négligeable. Donc la moitié de la demande, supplémentaire, ce qui est normal parce que les pays se développent, vient de la Chine et de l'Inde. Donc on est sur des niveaux qui sont quand même très importants. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas des demandes enfin il n'y a pas des capacités qui sont illimitées. Quand on dit que tous les ans il faut 1 million de plus, enfin c'est la demande augmente d'1 million, mais tous les ans il y a 2 millions en moins qui sont produits parce que les puits se ferment. Donc autrement dit, tous les ans. Mais d'où, où ça? Parce que les puits, sur la planète, les puits s'épuisent. Donc il y a 2 millions en moins au niveau de l'offre et 1 million de plus au niveau de la demande. Donc tous les ans, c'est 3 millions qu'il faut sortir. Donc on peut dire 3 millions, pourquoi pas. Enfin 3 millions, c'est la production de la mer du Nord. C'est pas rien. Et donc tous les 3-4 ans, c'est à peu près la production de l'Arabie Saoudite en plus qu'il faut trouver et mettre en production. Donc on voit qu'on peut le faire un petit peu, mais on connaît bien la planète maintenant, on connaît bien le stock de pétrole qui était disponible. Et on voit qu'on va être, dans les années 2020, au moment de ce pic, en tout cas peut-être un plateau qui va durer un certain temps, mais on ne va pas pouvoir arriver à 200 millions de barils jour, ça c'est pas possible. On sait que dans 2-3 ans, on risque d'avoir des difficultés. C'est la rapidité des 2-3 ans qui me surprend en fait. J'aurais imaginé que ce serait plutôt horizon, encore une fois, peut-être 5 ou 10 ans. 2020, pardon, c'est encore une fois, c'est après-demain. Que se passe-t-il, parce qu'une fois qu'on dit tout ça, c'est la conclusion, si on n'a pas assez investi, même si on investit plus d'ici à 2020, avant que ça sorte, encore une fois, le pétrole, il faut beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il y aura un retour de la volatilité des prix, un retour à des prix plus élevés du cours du pétrole? C'est ça la conclusion? Mais de toute façon, comme on va arriver à des niveaux où l'offre n'arrivera pas à répondre à la demande, les prix vont monter. Et ça s'illustre très bien sur le graphique que je vous ai amené. Attention, deuxième graphique. On va le voir. Si on peut le passer. Ouais. Qui nous montre, voilà, c'est un graphique que j'ai réalisé avec les données de Jean Laherrère, qui est un ingénieur pétrolier parmi les grands spécialistes mondiaux. Alors, il y a des courbes vertes, des courbes rouges. Du pic pétrolier. Donc, en fait, il y a deux courbes. En gros, c'est la courbe verte et la courbe rouge. La courbe rouge, c'est la courbe de production. Donc, on voit qu'effectivement, depuis l'origine, on produit tous les ans un peu plus de pétrole que l'année passée. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la courbe verte, puisque pour produire le pétrole, il faut l'avoir découvert. Et donc, en vert, c'est le montant des découvertes de pétrole. De nouveaux gisements. Donc, des nouveaux gisements qu'on a trouvés. Donc, ça inclut le pétrole de schiste? Alors, ça n'inclut pas dans les toutes dernières années, parce que c'est très récent le pétrole de schiste, le pétrole de schiste, mais la courbe rouge inclut le pétrole de schiste. Ouais. Mais le pétrole de schiste avant 2010 était quasiment, était très marginal. C'est très compliqué, on n'arrive pas à faire ça aussi facilement que le pétrole de schiste. Donc, conclusion, quand on voit le graphique. Conclusion, c'est qu'on voit très bien qu'il y a eu un pic des découvertes qui est survenu dans les années 60. Et on sait qu'il y a à peu près une quarantaine d'années entre le moment où il y a des pics de découverte et le moment où on a un pic de production. Donc on voit que jusqu'en 85, au moment où les courbes sont croisées, tous les ans on trouvait plus de pétrole que ce qu'on produisait. Ouais. Mais depuis 85, on consomme plus
que ce qu'on découvre. Donc autrement dit, c'est comme si on avait constitué un stock de pétrole découvert et que tous les ans, on prélève. Et pour le moment, on n'arrive pas. Ah oui, mais ce qui est normal, puisque le stock est fini dès le début. Donc toute la question, c'est la courbe rouge. On voit qu'elle va finir à un moment par descendre. Donc le moment ça dépend du pétrole de schiste américain. En fait, la variable clé, le tampon, ça sera le pétrole de schiste américain. Oui, mais qui décalera de 2 ou 3 ans le pic pétrolier. On est sur ces niveaux-là, puisque vous avez les consommations. Ça ne change pas la courbe, quoi. Donc ça dépend ce qu'on regarde. Bien sûr qu'on va dire, est-ce que c'est 2020 ou est-ce que c'est 2025 ? Enfin, si on prend un peu de recul, on voit qu'on a un problème dans les années 2020 sur le pétrole. Nous sommes totalement dépendants des énergies fossiles, et notamment du pétrole. Nos routes, l'asphalte des routes, le bitume, c'est à base de pétrole. La production électrique, dans le monde, c'est souvent à base de pétrole ou de charbon, que ce soit le chauffage, la climatisation, etc. Alors nous, on est nucléaire plutôt, mais il faut savoir que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle sur Terre. Hein. On va le voir sur les courbes tout à l'heure. Notre voiture, pour se rendre au travail, au magasin, à l'école, etc., d'autant que les villes, par rapport aux magasins, d'autant que les villes sont éloignées des zones commerciales, ce qui fait qu'on est de toute façon obligé de prendre sa voiture. Merci les supermarchés. L'industrie chimique, qui dépend du pétrole, les plastiques, les médicaments, les télécommunications, les vêtements, etc. L'agriculture dite moderne dépend aussi du pétrole, hein, les tracteurs, les engrais. La santé dépend du pétrole, l'aviation, la production d'eau, sans oublier l'armée. Il faut savoir qu'un char Leclerc, ça consomme au minimum 260 litres au 100. Voilà. Alors bon, le gars qui a traversé la Manche avec son petit truc volant, là, il consomme plus que le char Leclerc, hein, parce qu'il lui a fallu 60 litres de kérosène pour traverser la Manche, qui fait 20 km. Hein. Vous faites le calcul, règle de 3, ça fait du 300 litres au 100. C'est un super progrès. Alors problème, l'économie repose sur une croissance infinie. Elle-même, cette croissance infinie, dépend de l'énergie. Elle-même, l'énergie qui est fournie pour la majeure partie par les énergies fossiles, enfin les sources d'énergie fossile. Une rupture dans cette chaîne, et c'est la catastrophe. Alors la courbe qu'on voit en blanc, hein, enfin, il y a plusieurs couleurs. La croissance du PIB est en bleu, celle de l'énergie est en rouge et celle du pétrole en vert. On est entre 1972 et 2011. On voit le pic de production de pétrole en 2006 et la crise financière en 2008 qui suit derrière. Et on voit que toutes ces courbes sont intimement liées les unes aux autres. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi le pétrole nous est si nécessaire? Et qu'est-ce qu'il a surtout de si avantageux, le pétrole? Bon, d'abord, donc qu'on se comprenne bien, le pétrole, c'est pas de l'énergie, c'est une source d'énergie, c'est une matière première, un carburant, quoi, voilà, qu'il faut transformer, encore même pour en faire un carburant, il faut le transformer, pour obtenir de l'énergie. Pour transformer les carburants, donc les sources d'énergie, en énergie, il faut des machines, des transformateurs. On peut appeler ça des transformateurs, quoi. Alors, je précise que pour toutes les données là, ce sont des ordres de grandeur. Hein, voilà. On n'est pas au milliard près, quand on va voir les chiffres annoncés, on n'est pas au pourcent près non plus, quoi. Voilà. Tout dépend par exemple des capacités physiques d'un être humain en question. C'est pour ça que j'ai mis cette image bien connue du Cornio en 1965, où on voit Louis de Funès à côté d'un gros balèze. Enfin, tout le monde connaît cette scène, qui est à mourir de rire. Des transformations énergétiques, on en a tout autour de nous. Un humain, comme vous et moi, c'est une moyenne, là encore, c'est une moyenne mondiale, a un équivalent machine autour de lui de 150 esclaves humains, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si on devait vivre de la même manière sans machine, alors il faudrait 150 esclaves humains pour suffire à nos besoins. Que nos besoins soient vitaux ou pas. Hein, voilà, tout notre mode de vie. Un baril de pétrole, c'est-à-dire 159 litres de pétrole,
c'est équivalent à 3 ans de travail manuel humain. Alors je dis travail manuel parce qu'on fournit à peu près 10 fois moins d'énergie avec nos bras qu'avec nos jambes. Hein. Mais enfin, peu importe. 3 ans de travail manuel humain, c'est donc juste faramineux, quoi. Le pétrole, c'est génial. Voilà. Imaginez qu'il y a le petit exemple en plus avec le rapport de prix que ça coûterait. C'est quand même très 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 intéressant à 0,4 € du kilowattheure pour le pétrole, alors qu'on est à peu près à 200 € du kilowattheure si c'est un être humain au SMIC, quoi. Donc le calcul est vite fait pour les industriels, hein, pour les usines. Hein. C'est pour ça que les machines nous ont remplacés, c'est pas pour une autre raison. Hein. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que dans l'idéal, il faudrait dépenser peu d'énergie pour les extraire, ces fossiles. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour récupérer ces sources d'énergie, il faut de l'énergie. On ne va pas chercher du pétrole en profondeur comme ça avec une pelle et un seau, et encore que avec une pelle et un seau, ou un entonnoir, il faudrait quand même payer le gars. Donc de toute façon, ça coûte moins cher de le faire avec du pétrole. Mais donc il faut des machines pour récupérer le pétrole, et ces machines marchent au pétrole. Et c'est là que rentre en compte l'ROI, qui est l'Energy Return on Energy Invested, c'est en français le TRE, c'est-à-dire le taux de retour énergétique. Autrement dit, le ratio d'énergie utilisable acquise à partir d'une source donnée d'énergie, rapporté à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie. On va le voir. Donc le pétrole qualitatif et simple à extraire, c'est-à-dire le pétrole conventionnel, a déjà été quasiment tout extrait. Au départ, l'ROI était de 100, c'est-à-dire qu'il fallait un baril consommé dans l'énergie pour extraire, pour 100 barils extraits. Voilà, on prenait un baril, on faisait tourner la machine avec un baril, et cette machine nous sortait 100 barils. Il était très facile à extraire en fait, le pétrole. Après ça, on a cherché en haute mer, parce qu'on en trouvait de moins en moins sur Terre, ou dans des pays plus difficiles d'accès, et qui politiquement pas forcément agréables, avec qui pactiser, voilà. L'énergie consommée a donc été plus importante, parce qu'il fallait d'autres infrastructures pour aller chercher ce pétrole. Aujourd'hui, l'ROI du pétrole conventionnel est maximum de 10. On voit sur la courbe, la première courbe, la courbe d'en haut, on voit le taux d'ROI, donc, depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui. Bon, il n'y a pas photo, hein. Ça s'appelle une exponentielle inversée, là. Hein. On est vraiment à l'envers, quoi. L'ROI était de 100 dans les années 30, et aujourd'hui, il est de 3. Donc, vous balancez un baril dans une machine, vous sortez 3 barils. Ça devient franchement pas intéressant du tout. Puis, on est allé chercher du pétrole non conventionnel. On a tous entendu parler du pétrole ou du gaz de schiste et des sables bitumineux. Il viendra un moment où il y aura extraire du pétrole demandera plus de consommation que d'apport. Et du coup, ça deviendra sans intérêt. Et si c'est sans intérêt financier, on n'ira même pas le chercher. Déjà aujourd'hui, les industries pétrolières américaines périclitent à tout va, parce que l'ROI va de 6 à moins de 3, voire 1,5. 1,5. On balance un baril de pétrole d'énergie pour récupérer 1,5 baril. Ça n'a aucun intérêt. Pour la deuxième courbe, enfin c'est pas une courbe, mais c'est des petits immeubles là, on voit les matières premières déjà extraites, les énergies fossiles là. Donc le premier c'est le charbon et le lignite, le deuxième c'est le gaz et le troisième c'est le pétrole. En rouge c'est ce qui a déjà été extrait. En orangé c'est les réserves prouvées. Attention, on n'a pas dit qu'elles étaient faciles à extraire, hein. Ce sont juste des réserves prouvées. Et en jaune, ce sont des réserves possibles, à milliards de tonnes équivalent pétrole. Voilà. Donc on voit que pour ce qui est du pétrole, on en a trouvé autant que ce qui a priori reste. Le problème c'est dans quel état est ce qui reste. Est-ce que ça vaudra le coup de le retirer ou pas? Le gaz, c'est pratiquement terminé. Il n'y a que le charbon en fait qui
qu'il y ait une marge de manœuvre assez conséquente, mais le charbon c'est pareil, il faut de plus en plus creuser et profond pour aller le chercher. Donc là, on a parlé surtout du pétrole en fait comme source d'énergie, mais il n'y a pas que le pétrole. Quoique pour faire avancer un engin ou un avion, à part le pétrole, pour l'instant on n'a pas trouvé grand chose. C'est un peu la base quand même. Pour produire l'énergie électrique, une des énergies les plus fondamentales de nos sociétés, eh bien, il y a d'autres sources d'énergie dont on ne s'est pas privé. Donc on ne fait pas d'électricité qu'avec du pétrole. Donc le charbon. Le charbon est relativement abondant, même s'il est dur à trouver, enfin il est dur à extraire, et il représente près de la moitié des sources d'énergie mondiales. Le pic prévu de pétrole, c'est avant 2040. Donc on voit la courbe en bleu et rouge là. Donc en bleu, en fait c'est l'énergie électrique produite à base de charbon, d'usine à charbon, de 2000 à 2017. En bleu, c'est la Chine. En rouge, c'est tout le reste du monde. Et c'est en gigawatts. Donc on voit que la Chine est championne du monde de toute catégorie de consommation de charbon pour produire de l'énergie électrique. Alors le gaz, me direz-vous, le pic de découverte de gaz c'était 1950. Voilà, donc il est déjà passé. Et le pic de production aussi, parce que c'était en 1970. Le pic de production, ça c'était aux USA. Le pic de production mondial, donc, c'est avant 2030 pour le gaz. Donc on aura bientôt plus de gaz, on aura bientôt plus de charbon, en tout cas facile à produire, à extraire et à produire. Et du pétrole, c'est pareil, on a passé le pic en fait, de production il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui reste pour produire de l'électricité? Donc pour l'instant on parle de produire de l'énergie électrique. Alors, nous en France et puis dans le monde maintenant on a l'uranium. Alors l'uranium, on parle de fission nucléaire, on ne parle pas de fusion pour le moment nucléaire, on parle de fission, c'est-à-dire qu'on part de noyaux durs, de noyaux lourds, pardon, qu'on bombarde pour qu'ils produisent de la chaleur, donc l'uranium, plutonium, et cette chaleur fait chauffer un fluide qui lui-même fait chauffer de l'eau, et tellement il la fait chauffer que cette eau rentre en ébullition, elle fait de la vapeur, et cette vapeur fait tourner des turbines. C'est pareil que la petite hélice dans la petite rivière des saucisses Knacky Herta, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, bon évidemment que c'est par contre beaucoup plus sophistiqué. Mais le principe reste le même, faire tourner une turbine pour produire, avec des alternateurs, etc., pour produire de l'électricité. Alors, avec l'uranium et la fission nucléaire telle qu'elle est aujourd'hui dans les centrales atomiques, si on voulait remplacer les énergies fossiles qui produisent de l'énergie électrique, donc pétrole, gaz, bois, charbon, donc nous faudrait donc remplacer les 10 térawatts, 10 térawatts, ça fait 10 000 milliards de watts d'énergie électrique. Et pour remplacer ces 10 térawatts, il faudrait 10 000 réacteurs nucléaires sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 457. Voilà, il en faudrait 10 000 pour remplacer les énergies fossiles. Et si on le faisait, on pourrait le faire, ces 10 000 réacteurs, bien les réserves connues d'uranium actuelles dureraient 15 ans. Voilà. Donc en 15 ans, on aurait tout remplacé, mais on aurait tout épuisé, et il n'y aurait plus d'électricité. Pour ce qui est de la fusion nucléaire, donc là c'est le contraire, on parle d'un noyau léger, qu'on fait se bombarder, qui produit de la chaleur, qui réchauffe un fluide, qui réchauffe de l'eau, qui fait de la vapeur, qui fait tourner des turbines, toujours le même principe. Et dans un barrage hydraulique, c'est exactement la même chose aussi, sauf que là c'est l'eau qui chute. C'est pas encore avancé la fusion, voilà, on a tous entendu parler de Cadarache, c'est pas encore au point, ça fait des années que ça dure, et même si c'était au point, avant de pouvoir faire une centrale à fusion, c'est pas demain la veille quoi, et il est fort probable que l'effondrement se produise avant qu'on ait mis au point ce genre de centrale. Alors pour rassurer entre guillemets les gens, on parle de la dangerosité évidemment des centrales atomiques.
Alors, une centrale ne pète pas comme ça, déjà. Alors évidemment qu'on a le souvenir de Fukushima et de Tchernobyl. Tchernobyl, d'abord, il paraîtrait que c'est une erreur humaine. Et là, effectivement, la centrale, enfin le cœur, a vraiment explosé. Fukushima, alors ça a irradié une zone. Voilà, ça a irradié une zone pendant 30 ou 40 ans. C'est même encore certainement assez irradié. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on autorise les visites touristiques. C'est devenu un peu l'attraction du coin, quoi. Donc on autorise, je vais y arriver, des attractions touristiques pour aller visiter les coins à Tchernobyl. Hein. Il y a même des gens qui travaillent là, hein, qui ont des hôtels, etc. Donc cette pollution-là ne dure pas ad vitam aeternam. Par contre, au niveau du cœur du réacteur, maintenant il est isolé, il est coupé du reste du monde, etc. Là par contre, c'est des milliers d'années. Fukushima, le problème, et je ne comprends toujours pas qu'ils aient fait une centrale atomique à côté de l'océan, sachant que le Japon est quand même sujet au tremblement de terre et au tsunami. Mais bon, le tsunami, évidemment, a balayé la centrale, enfin, a touché la centrale, qui a fait qu'ils ont mal maîtrisé le problème. Mais déjà, c'était une nouvelle génération de centrales, et donc le combustible a fondu dans le sol, il a contaminé le sol. Et voilà, c'est contaminé pour des milliers d'années, mais c'est réduit à une certaine zone. Il y a eu beaucoup plus de morts par rapport au tsunami, ou même par rapport à l'affolement des foules, en fait, quand il a fallu évacuer, etc., que de morts par rapport à l'explosion, au problème qu'a eu la centrale. Voilà. Donc, mais quand bien même, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passe en cas de blackout généralisé? Eh bien, une centrale nucléaire a des moyens pour continuer à assurer son refroidissement, des groupes électrogènes, tout simplement. Supposons qu'il n'y ait plus d'électricité pour faire tourner la centrale, pour la sécuriser. Il y a des groupes électrogènes, évidemment. Alimenter la centrale en gasoil, il y a 2 réservoirs, donc, de 60 000 litres chacun. C'est un équipement de sécurité qui tient 15 jours. Donc déjà, en 15 jours, on peut faire quand même tomber la température. L'armée de l'air peut déployer des réservoirs souples de 300 mètres cubes. Pour 6 mois de refroidissement, il faudrait 85 millions de litres de diesel. C'est pas peu, hein, mais bon, 85 millions de litres de diesel, ça correspond à 114 000 rotations de camions-citernes. Les chiffres sont un peu impressionnants, mais c'est tout à fait faisable, et les réserves stratégiques, militaires notamment, suffisent largement. Hein. Une fois les centrales refroidies, si vraiment nous sommes dans un effondrement total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à alimenter en pétrole pour stopper les centrales, mais il sera impossible de les démanteler. Le moins pire des moyens, ça sera de couler les réacteurs dans du béton et d'enfouir la centrale. Elle représentera un danger, mais que très localement, mais par contre pour des millénaires. Mais mettons-nous bien dans l'ambiance. Si on en est là, c'est-à-dire si on en est à ne pas pouvoir démanteler une centrale atomique, ça veut dire qu'autour, nous, on est dans un sale état. Hein. Ça veut dire que le plus gros danger, en fait, sur cette planète, en tout cas dans notre pays, si on ne peut pas amortir ce danger, c'est que tout autour, ça va vraiment très mal. Mais, devant le danger que peut représenter l'acidification de l'océan, boostée par la libération de tous les méthanes contenus dans le permafrost, on risque de perdre la principale source d'absorption du CO2. Ça a déjà commencé, hein, et de production d'oxygène. Là, c'est beaucoup plus grave parce qu'on parle de l'extinction de la race humaine. C'est des degrés et des degrés de température en plus, et ça ne sera plus vraiment le problème d'une centrale atomique, quoi. Ça sera le problème qu'on n'aura vraiment plus rien à bouffer. Donc imaginons la situation, par exemple, on est en guerre, ok c'est la guerre, ok c'est pas marrant, ok il y a du danger à l'extérieur, oui mais j'ai rien à bouffer. Donc le problème principal c'est celui-là, même si on est dans une situation de crise extrême. Voilà, donc je pense que si on en est là, notre souci ça sera même pas les centrales atomiques. Voilà.
Bref, revenons aux sources d'énergie fossiles. Le souci, c'est que les ROI, donc la rentabilité, s'effondre. Les sources d'énergie comme le charbon, le pétrole ou le gaz sont en chute libre, niveau qualité. Par contre, elles sont en hausse, niveau des avantages, notamment la pollution. Qu'il s'agisse du pétrole, du gaz ou du charbon, c'est-à-dire 4/5 des sources d'énergie à ce jour. Ils sont de moins en moins qualitatifs ou demandent d'importants raffinages, voire les deux, parce qu'ils sont beaucoup moins denses énergétiquement qu'au début des découvertes. Sans compter les désastres environnementaux que provoquent ces extractions compliquées. Le pétrole ou le gaz de schiste, on connaît les polémiques sur la pollution que ça engendre. Le charbon, on le trouve, voilà, il faut carrément raser des montagnes pour trouver du charbon aujourd'hui. D'autant que donc cet ROI est insuffisant, du coup le coût est de plus en plus élevé. La courbe qu'on voit, enfin la courbe, le camembert qu'on voit, c'est la consommation mondiale d'énergie primaire en 2017. Le charbon est en marron, le pétrole est en rouge, le gaz est en orange. À eux trois, c'est les 4/5 des sources d'énergie. L'hydraulique, enfin l'hydroélectrique, c'est en bleu foncé, le nucléaire en bleu clair, l'éolien en rose, le solaire en jaune, et la géothermie et la biomasse en vert. Ça donne un ordre d'idée que on est totalement en fait dépendant des énergies fossiles. Alors, ne peut-on pas remplacer ces sources d'énergie par d'autres? On nous parle bien des énergies vertes, des énergies renouvelables. Bon, on va voir que ce n'est pas un remède universel, malheureusement. D'abord, les questions à se poser à propos d'une invention technologique miracle, parce qu'on nous parle de tout un tas de trucs, on nous dit « Ah, c'est génial, on a trouvé cette invention voilà. Est-ce que c'est économiquement rentable? Si c'est pas rentable, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas, personne ne va se risquer à faire ça. Quelle est la densité énergétique du carburant? Est-ce qu'il est facile à stocker, à distribuer? Est-ce que c'est une source intermittente ou non? En gros, est-ce que ça produit de l'énergie tout le temps ou pas? Est-ce que c'est utilisable à grande échelle? Sa mise en œuvre est-elle techniquement simple? Quel est son ROI? Quels sont ses impacts environnementaux? Pour toutes ces questions qui sont posées ici, on peut dire que la réponse est non. Le camembert que vous voyez en haut, c'est la part de la biomasse dans la production d'énergie en France en 2015. Comment sont réparties les biomasses pour produire de l'énergie? Donc il y en a 4 en vert, là, vert plus ou moins foncé. Le bois en premier, puis les biocarburants, les déchets renouvelables et le biogaz. En bleu foncé, c'est l'hydroélectrique. En rouge, c'est les pompes à chaleur. En bleu clair, c'est l'éolien. En jaune, le solaire, plus la géothermie, plus les énergies marines renouvelables. La courbe du dessous, c'est la consommation d'énergie par personne moyenne au niveau mondial de 1860 à 2016 et c'est en kilowattheure. En vert, c'est le bois. En noir, c'est le charbon. Donc on voit qu'à la fin du 19e et au début du 20e, on voit que l'énergie utilisée, c'était avant tout le bois et le charbon. Puis le pétrole arrive en rouge, ensuite en beige le gaz, en bleu l'hydro, en jaune le nucléaire, et en rose les énergies renouvelables restantes. C'est-à-dire un trait, quoi. Donc on voit bien que les énergies fossiles, noir, rouge et beige, représentent la quasi-totalité de la courbe. Et ça c'est vrai aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est en 2019, mais la courbe s'arrête en 2016, on voit que ça ne change pas grand-chose. Voyons tout de même de quoi il en retourne de ces fameuses énergies renouvelables. Je suis désolé, je vais devoir vous décevoir, mais voilà, c'est les résultats que je tire de mes recherches. L'hydroélectrique et les barrages, eh bien, le problème c'est qu'il y a de moins en moins de sites. C'est génial comme invention, mais il faut trouver des sites propices qui acceptent les contraintes que ça engendre
et puis qu'il soit rentable, tout simplement, c'est toujours le même problème. Quant à ce qui est de la marée motrice ou de l'énergie des vagues, eh bien, le problème, c'est que c'est une technique qui est limitée aux côtes et difficile, du coup, à transporter dans les terres, parce que c'est dans les terres qu'on utilise cette énergie, parce que le transport de l'énergie électrique est assez compliqué. Sans compter l'usure des turbines, due à la corrosion de l'eau de mer, tout simplement. Il y a énormément d'entretien sur ce genre d'infrastructure. L'éolien. Alors, le principal problème, c'est que c'est une énergie intermittente. Il y a du vent, tant mieux, il n'y a pas de vent, tant pis. Donc, elle n'est pas pilotable. Et le stockage de son énergie est donc délicat, voire carrément impossible, puisqu'il faudrait des batteries pour stocker cette énergie. Quand il y a du vent, on stockerait ce qu'il y a en trop. Quand il n'y en a pas, eh bien, on utiliserait l'énergie stockée. Bon, à grande échelle, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de moyens pour que ça soit viable à grande échelle. D'autant que cette énergie n'est valable qu'une vingtaine d'années, puisqu'une éolienne s'use, elle s'abîme, et il faut la refaire. Mais on ne la refait pas avec de l'éolien. Ça demande, comme toutes les autres sources d'énergie renouvelable, ça demande des matières premières pour la fabrication, tout simplement, ou pour l'entretien. Et ces énergies sont malheureusement en quantité finie sur notre planète, voire le premier principe de la thermodynamique, où tout simplement Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une fois qu'on l'a utilisé, cette énergie, c'est fini. On en a fait du déchet. Il y a du recyclage, mais vous allez voir que c'est pas génial. Pour donner un ordre d'idée par rapport à l'éolien, pour couvrir les besoins de la France, il faudrait 126 000 éoliennes de 2 MW, c'est-à-dire les éoliennes classiques qu'on met sur Terre, c'est des éoliennes de 2 MW, 126 000. La surface équivalente, ça serait 25 000 km². 25 000 km² d'éoliennes, c'est la totalité du Languedoc-Roussillon. Mais quand il y a du Mistral. Parce que quand il n'y a pas du Mistral, le Languedoc-Roussillon, il ne sert à rien. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 000 éoliennes. Voilà. Donc il faudrait multiplier par 20 le nombre d'éoliennes pour suffire simplement aux besoins de la France. Donc, encore une fois, avec tout ce que ça demande comme énergie fossile pour les fabriquer. Et de terres rares, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, le plastique, l'aluminium ou l'acier, etc. Il y a aussi toute la technologie que comporte une éolienne de cet ordre-là, et les matériaux, les matières premières qu'elle demande ne sont pas toujours celles qui paraissent les plus évidentes. La géothermie. Alors la géothermie, je ne l'ai pas mis parce que c'est vraiment insuffisant. C'est pas mal, la géothermie, on creuse, on enfonce à des dizaines de mètres, on enfonce des tubes qui contiennent des fluides caloporteurs. Mais bon, ça et les pompes à chaleur, c'est une piste, mais c'est une piste localisée, quoi. Voilà, on ne peut pas faire ça au niveau mondial. Les agrocarburants, par exemple le bois, ça produit du CO2 quand on le brûle, ou quand on le transforme. De toute façon, il faut des machines pour le faire. Et puis, renouvelable entre guillemets, parce que pour que ça soit renouvelable, il faudrait qu'on le renouvelle, et on ne plante pas assez d'arbres. Je parle toujours évidemment au niveau mondial. On est dans un problème, l'effondrement c'est un problème mondial. Le biodiesel et l'éthanol, bien l'agriculture qui permet de les cultiver est totalement dépendante du pétrole. Et l'ROI est proche de 1. C'est-à-dire qu'en fait ça ne nous rapporte rien. Par exemple, pour produire du maïs, avec du maïs, pour produire l'équivalent pétrole de l'énergie électrique des États-Unis. Si on voulait produire avec du maïs l'équivalent pétrole des États-Unis, quoi. Eh bien, ça demanderait de recouvrir le tiers, 33% du territoire américain en maïs. Aujourd'hui, l'agriculture américaine représente seulement 19% des États-Unis. L'hydrogène. Bien, malheureusement, l'hydrogène est produit à partir du charbon ou du gaz. Voilà. Et ça demande plus d'énergie que ça n'en fournit. Je sais, c'est assez déprimant, mais c'est la réalité. Alors la première image, l'image du haut, c'est la production d'agrocarburants, une usine à gaz, c'est le cas de le dire, et la production d'hydrogène au-dessous.
Alors, me direz-vous, le photovoltaïque. La fabrication d'un panneau photovoltaïque correspond à 2,5 tonnes de charbon. Donc ça donne une idée de toute l'énergie fossile, de toute la source d'énergie fossile qu'il faut pour fabriquer un seul panneau photovoltaïque. 2,5 tonnes de charbon. Et on pourrait dire même littéralement 2,5 tonnes de charbon parce que plus de 70% de la production de panneaux photovoltaïques mondiale vient de Chine. Et on a vu que la Chine est championne du monde de la fabrication d'énergie avec du charbon. Bon, supposons quand même, pour couvrir la demande mondiale actuelle en électricité, il faudrait 360 000 km² de panneaux photovoltaïques. En gros, un carré donc de 600 km sur 600 km, c'est-à-dire l'Allemagne. Imaginez, vous recouvrez l'Allemagne de panneaux photovoltaïques. En 2007, il y avait 10 km² de panneaux photovoltaïques au monde, c'est-à-dire une fois et demie la commune de Romoulay. Et on voudrait recouvrir l'Allemagne. Voilà. En 2018, l'énergie photovoltaïque représentait 2,6% de l'énergie électrique mondiale. Tout le photovoltaïque actuel, tout ce qu'on a installé, ça correspond à 2 misérables centrales à charbon. Des centrales à charbon, dans le monde actuellement, il y en a 6685. 2 centrales à charbon pour le photovoltaïque. C'est pas à la hauteur. Pour le fabriquer, malheureusement, quand on voit toute l'énergie fossile qu'il faudrait, ben ça serait pas tenable. Alors les centrales solaires, c'est assez génial, parce que c'est des miroirs, tout simplement des miroirs, c'est assez basique, quoi. On renvoie les rayons du soleil vers une tour, on les concentre en fait, les rayons du soleil dans une tour. Alors pour mémoire, je crois que c'est du sel de thorium, en fait, le fluide, qu'on chauffe, qui fait chauffer de l'eau, etc. Toujours le même problème, toujours le même principe. Alors le souci c'est que c'est limité aux pays ensoleillés, déjà, donc ils sont plutôt au sud, qui ne sont pas forcément sur la même ligne, sur la même longueur d'onde avec les pays occidentaux qui ont besoin de plus d'énergie qu'eux. Voilà, donc ça fait des longues distances, vous n'allez pas demander de faire une centrale solaire à des Norvégiens, quoi. Enfin, c'est un peu débile. Donc vous vous retrouvez avec des centrales qui sont loin de l'Europe, donc de très longues distances pour transporter l'énergie, et c'est toujours le même souci politique, par exemple, ça impliquerait beaucoup d'accords intergouvernementaux avec les risques que ça induit, quoi. Donc ça aussi, ça serait pas tenable. Et il en faudrait un sacré paquet parce que ça prend une place assez phénoménale quand même. On peut se demander du coup, est-ce que à tout hasard on ne nous baratinerait pas un petit peu avec les chiffres qu'on nous annonce de temps en temps? Oui, on nous baratine même pas mal. Pour donner un ordre d'idée, si vous entendez parler qu'on a découvert une source d'1 milliard de barils de pétrole, eh bien 1 milliard de barils, c'est jamais qu'une douzaine de jours de la consommation mondiale. Voilà. Donc, si vous faites le calcul pour une année, c'est monstrueux le nombre de milliards de barils qu'il faut trouver. Donc, la raison qui pousse en plus à la déception, et ça je crois que c'est le pire, parce que ça soit pas possible de remplacer, bon, ok, ça se comprend parce qu'il faut beaucoup trop de matières premières pour fabriquer autant en fait de structures, mais en plus, quand on en fabrique des énergies renouvelables, entre guillemets donc, on ne remplace pas des énergies fossiles, on rajoute les énergies renouvelables aux énergies fossiles. C'est-à-dire que les 2 centrales à charbon qui correspondent au photovoltaïque de tout à l'heure, on a dit que tout le photovoltaïque actuel correspondait à la production de 2 centrales de charbon. Ben, les 2 centrales de charbon, on ne les a pas démantelées pour les remplacer par du photovoltaïque. Non, non, ils y sont toujours. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on a de plus en plus besoin d'énergie. Et que quand on en fabrique une nouvelle, on la rajoute aux anciennes, mais on n'enlève pas. On n'enlève pas les anciennes pour en mettre une nouvelle à la place parce qu'on a beaucoup trop besoin d'énergie.
Donc on ne peut pas se permettre de se priver d'une source d'énergie, quand bien même elle est totalement polluante. D'autant que depuis le début, là, on parle de produire uniquement de l'électricité. Hein. Voilà. On ne parle pas de la chimie du carbone. Donc les carburants des gros engins allaient faire fonctionner, je sais pas moi, une pelle mécanique avec de l'électricité. C'est pas dit que, enfin, je vous dis pas la taille de la batterie quoi pour faire marcher cet engin. Un avion allait faire tourner un Boeing 747 avec une batterie électrique. Un pétrolier, un paquebot, c'est pas possible. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas possible. Ou pas rentable. Aller fabriquer du nylon, des tissus, quoi, avec de l'électricité. Non, il faut du pétrole. Les plastiques, il faut du pétrole. D'autant que les énergies pour fabriquer tout ça dépendent elles-mêmes aussi du pétrole. Donc les usines, les plastiques, les matériaux composites qu'on met dans ces nouvelles énergies dites renouvelables, donc toutes les coques, l'ossature, les composés électroniques qu'il y a à l'intérieur, tout ça, ça dépend d'énergie fossile. Sans compter leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut quand même les entretenir, les transporter, etc. La courbe qu'on voit, donc, c'est l'énergie électrique de 2004 à 2011 en gigawatts, produite par l'hydraulique en bleu foncé, la biomasse en marron pour la production de chaleur, le vent, l'éolien donc en bleu clair, le solaire en orange, la biomasse électrique en noir, le photovoltaïque en jaune, la géothermie, que ce soit pour la chaleur puis l'électricité, c'est-à-dire en rouge foncé pour la chaleur, en rouge clair pour l'électricité. Alors, est-ce qu'on peut finalement remplacer les énergies fossiles? Bon, pour ça, il faudrait d'abord des avancées techniques majeures, parce que c'est pas au point, mais surtout une volonté politique et surtout une volonté financière. Donc il faudrait un consensus international et une coopération internationale, des investissements énormes, on parle de 80 000 milliards d'euros, ou de dollars, peu importe. Il faudrait réaffecter énormément d'argent pour ça, c'est-à-dire créer de la monnaie. Ou taxer les transactions financières, faire en sorte qu'elles ne rapportent plus rien, pour que ces transactions soient réinjectées, cette somme-là d'argent qui est énorme, soit réinjectée dans l'économie pour ça. Mais quand bien même on le ferait, ça ne ferait qu'épuiser encore plus vite les ressources d'énergie fossile. Parce qu'elles continueraient de fonctionner en attendant qu'on les ait remplacées, mais pour les remplacer, il faudrait fabriquer des objets qui demandent des énergies fossiles. Est-ce que cet échec peut s'expliquer mathématiquement ou pas? Il fallait bien que je casse des maths quelque part. Hein. Donc oui, parce que toute cette exploitation de matières premières, mais enfin tout en réalité, dépend d'une fonction bien connue en maths, qui est la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, on en voit trois sur la courbe, sur les courbes là, on en voit une verte, une rose, une bleue. L'exponentielle en vert, c'est la fonction de base en maths qui est E, en fait, E puissance x. E, c'est un nombre. Ce nombre vaut à peu près 2,718. En rose, on a la fonction exponentielle de base 2, donc 2 puissance x. Et en bleu, on a l'exponentielle de base 1,5, donc 1,5 puissance x. Tout en bas, sur la ligne du bas, on a les abscisses, c'est-à-dire les antécédents, quoi. Quand on augmente de 1, alors attention, c'est gradué 0, 2, 4, 6, hein, donc mais il y a un petit trait entre 0 et 2, c'est la ligne du 1. Et sur la ligne verticale, on a les ordonnées, c'est-à-dire le résultat dans la machine, dans la fonction. Donc on voit que tout passe par le point A. C'est l'image de 0, parce que n'importe quel nombre, qu'il s'appelle E, qu'il s'appelle 2, qu'il s'appelle 1,5, n'importe quel nombre à la puissance x égale 0, donne 1.
Mais oui, parce que 3 puissance 0, ça fait 1. 5 puissance 0, ça fait 1. Par contre, dès qu'on passe un cran, c'est-à-dire qu'on arrive au point B, C et D, ben, l'image de 1 dans ces trois fonctions donne le nombre de départ, c'est-à-dire que 1,5 puissance 1 ça donne 1,5, 2 puissance 1 ça donne 2, et E, c'est-à-dire 2,718, puissance 1 ça donne 2,718. Puis on passe au cran numéro 2, et on voit que les points E, F et G se sont un peu séparés les uns les autres, ils sont déjà moins rapprochés. Puis on passe à l'abscisse 3, pour x égale 3, on obtient H, I et J. Donc ce qui est important de voir ici, c'est qu'à chaque fois sur l'axe des x, on ne fait que monter de 1. On est passé de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Mais par contre, sur l'axe des ordonnées, on voit que la distance est plus importante entre le point G et le point J qu'entre le point D et le point G, et qu'entre le point A et le point D. Pareil sur la courbe rose, la distance entre I et L est plus importante qu'entre F et I, qu'entre C et F, ou qu'entre A et C. En fait, elle est 2 fois plus sur celle-là, puisque c'est la courbe 2 puissance x. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec la fonction exponentielle, c'est que plus on augmente sur les x, c'est-à-dire plus on avance, les x ça pourrait être le temps tout simplement, plus on avance dans le temps, et plus l'écart se creuse en augmentant. Donc plus on avance, plus ça augmente vite. C'est ça le principe de la fonction exponentielle. Alors, est-ce qu'on peut dire du coup que puisque toutes ces croissances-là, que ce soit le pétrole, la production, le PIB, etc., on va voir hein, qu'elles sont toutes concernées par la fonction exponentielle, puisque c'est exponentiel, est-ce que on n'a qu'à dire que c'est sans fin du coup, puisque plus ça avance, plus ça monte et plus ça monte vite, quoi. Ben non, ça marche qu'en maths. Voilà, ça marche qu'en maths, c'est théorique. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde qui est fini, qui est clos, et que du coup, on ne peut pas aller chercher des ressources là où il n'y en a pas. Malheureusement, donc, notre économie s'évertue à suivre depuis des siècles, et d'autant plus depuis quelques décennies, ce genre de courbe en supposant que, même en partant du principe que, la croissance peut conserver ce type de trajectoire exponentielle. On se dit que, par miracle, si la transition économique aboutissait, si nous pouvions transformer notre monde basé sur des sources fossiles en énergie dite verte, alors nous pourrions ne rien changer à notre mode de vie, parce que c'est ça qu'on espère tous en fait. Ne surtout pas changer notre mode de vie. On est bien comme ça, hein. On est même sûrement trop bien, mais enfin, on n'a pas envie de régresser. Le problème, c'est que la croissance dont nous avons besoin pour maintenir notre mode de vie augmente, hein. Qu'on le veuille ou non, notre mode de vie est croissant. Eh bien, cette croissance implique des exponentielles, des tas d'exponentielles. Par exemple, avec un taux de croissance de 1%, on a une économie qui double en 70 ans. Parce que c'est exponentiel, au bout de 70 ans, clac, le chiffre a doublé. 3%, c'est l'économie mondiale actuelle qui a un taux de 3% d'augmentation, elle double en 23 ans. C'est mathématique ça. Hein. À chaque doublement, le souci c'est que la demande d'énergie pour pouvoir doubler est plus importante que, parce qu'il y a des pertes, la demande d'énergie pour pouvoir doubler est plus importante que la somme des énergies dont on avait eu besoin pour tous les doublements précédents. Donc ça dépasse en fait le cumul de tous les doublements précédents pour doubler une nouvelle fois. Donc à chaque fois, mais même en supposant qu'on double à chaque fois seulement, ça ne changerait pas le problème de toute façon. C'est toute notre économie, tout le système bancaire qui est biaisé depuis le départ. Notre mode de vie, notre économie se sont construits par-dessus les sociétés précédentes. Si vous faites un trou à Marseille ou à Nîmes, vous tomberez sur des vestiges grecs ou romains, quoi. On a vraiment littéralement construit nos sociétés sur les sociétés précédentes. Et l'économie, c'est pareil. On a donc toujours besoin de plus de ressources pour soutenir notre économie. D'autant que
on se base sur un système économique qui est pas loin d'être foireux complètement. Les banques créent l'argent. Donc ne pas s'imaginer que les banques contiennent des billets et des pièces, ça c'est faux. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces. Enfin, il y a quelques billets, quelques pièces, c'est pas le problème. Hein. Il y en a un minimum, voilà, le minimum vital, parce que quand vous passez au distributeur, vous retirez les billets. Voilà. Et donc il y a quand même un minimum de fonds. Mais pour tout le reste, les banques créent l'argent. En fait, quand vous faites un crédit de 200 000 euros, ces 200 000 euros n'existent pas. On fait une ligne de code, on tape sur un ordinateur 200 000, et voilà, on a créé 200 000 euros. Donc, les banques créent l'argent qu'elles n'ont pas physiquement, et elles le prêtent. D'ailleurs, pour pouvoir le créer, il faut qu'on leur demande, en fait, de prêter de l'argent. Les emprunteurs, comme vous et moi, les entreprises, etc., utilisent cet argent, donc ils s'endettent, pour faire prospérer leur entreprise, mais aussi pour rembourser leurs dettes. Ça, c'est la croissance. Ils doivent faire de la croissance pour pouvoir rembourser leurs dettes. D'autant que ces dettes, il y a des intérêts. Donc on doit payer plus que ce qu'on a emprunté, c'est logique. Quand vous donnez de l'argent à la banque, quand vous déposez de l'argent liquide à la banque, vous lui prêtez, vous, de l'argent. Mais c'est sans intérêt. Vous avez remarqué qu'en fait même vous payez presque pour lui donner de l'argent. Par contre, quand la banque, elle, vous prête de l'argent, là, il y a des intérêts. Et ça implique toujours plus de croissance puisqu'il faut payer des intérêts. Donc ce n'est pas le seul but de rembourser sa dette, il faut aller encore plus haut, donc créer d'autant plus de croissance. En fait, l'essentiel de l'argent en circulation, c'est de la dette plus des intérêts. Il faut donc toujours plus d'argent créé, toujours plus d'emprunteurs pour qu'on crée cet argent, pour générer de la croissance et payer ses dettes, sinon l'économie mondiale s'effondre. En fait, c'est un cercle vicieux. Le système économique vit à crédit et est condamné à croître. Sur la courbe, c'est de 1950 à 2015, la dette, en milliers de milliards de dollars, c'est l'ordonnée de gauche qui permet de donner les chiffres correspondants. Donc en bleu foncé, c'est la dette mondiale. Hein. Le PIB, la dette en pourcentage du PIB, c'est en rouge, et là c'est l'ordonnée de droite qu'il faut regarder pour les pourcentages. Et le PIB mondial, c'est l'ordonnée de gauche cette fois, et c'est en violet, en pointillé. Donc on voit que la dette aujourd'hui, comparativement au PIB, est de 300%. On va voir que ce n'est pas seulement la croissance, l'économie, qui fonctionne sur le principe de l'exponentielle. Vous avez remarqué que cette courbe ressemble à une exponentielle. Par contre, vous avez noté aussi que au début, ça ressemble à une exponentielle, mais vers la fin, dans les dernières années, là, c'est-à-dire à partir de 2010, on voit que quelque chose se produit. Il y a d'ailleurs la crise financière de 2008 qui est passée par là. Hein. Ça fait une petite, pas petite d'ailleurs, si on regarde un millier de milliards de dollars, mais il y a un creux, un endroit, et ça remonte. Mais ça remonte pas tant que ça. Mais avant, on va écouter une interview de Gaël Giraud, qui est économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est directeur de recherche au CNRS en économie, qui est directeur de la chaire énergie et prospérité, qui est professeur à l'école des ponts et chaussées de Paris Tech et qui est docteur en mathématiques appliquées. Donc on va l'écouter et voir ce qu'il a à nous dire là-dessus. Donc premièrement, il faut rappeler à tout le monde qu'une banque, c'est une institution financière qui crée de la monnaie tous les jours, donc qui utilise une planche à billets, ce qui est une image, puisque l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, c'est des lignes de code sur des écrans d'ordinateur. C'est pas des billets de banque et des pièces métalliques. C'est pas de la monnaie fiduciaire. Donc une banque crée de la monnaie. Si vous allez voir votre banquier demain matin et que vous lui demandez un crédit pour acheter votre appartement, au moins 80% de la monnaie qu'il va vous prêter, c'est de la monnaie qui n'existait pas 2 minutes avant que vous entriez dans son bureau. Donc c'est de la monnaie qui est créée ex nihilo. Et pourquoi? Parce qu'une banque, c'est précisément une institution financière qui a reçu du roi, en fait, de l'État,
le pouvoir de créer de la monnaie. Simplement, évidemment, elle ne peut pas créer de la monnaie ad libitum, elle ne peut pas créer une quantité infinie de monnaie, et elle ne peut pas créer de monnaie pour se sauver elle-même. Pour créer de la monnaie, il faut qu'elle ait un client externe qui lui demande un crédit. Donc une banque, à chaque fois qu'elle accorde un crédit, il faut qu'elle ait un matelas de fonds propres pour le cas où elle ne serait pas remboursée, pour le cas où elle ferait des pertes. Donc ces fonds propres, c'est la sécurité par rapport au risque qu'elle prend quand elle accorde un crédit, dans une activité traditionnelle, normale. Aujourd'hui, les exigences de fonds propres sont calculées à partir de ratios qui, à mon avis, ont été complètement trafiqués. L'exemple paradigmatique de ce que fait un fonds, par exemple le private equity, c'est la chose suivante. Il repère une entreprise qui va plus ou moins bien. Il emprunte 100 auprès de sa banque alliée, complice, pour acheter l'entreprise. Avec ces 100, il fait une OPA sur l'entreprise. Il restructure l'entreprise au pas de charge. Il vire un quart du personnel, etc. Enfin bon, change le PDG, voilà. Et puis 2 ans après, il revend l'entreprise 150. Et il paye 5 à la banque et il garde 45 de bénéfices. Aucune activité compatible avec la transition écologique et les enjeux écologiques d'aujourd'hui ne peut rapporter du 450% en 3 ans. C'est juste pas possible. Vous avez beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain. Tout le monde va faire de la permaculture au jardin, mange les produits du jardin. Toute l'électricité provient de photovoltaïque décentralisé dans l'éco-village alentour. Tous les déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, etc., etc. On apprend à vivre d'une manière qui soit compatible avec le respect, disons, des écosystèmes des milieux dans lesquels nous vivons. La ville de Paris, c'est combien de millions d'habitants? Est-ce que c'est extrapolable sur... C'est une bonne remarque, hein, c'est une très bonne remarque. Ma réponse, c'est la suivante, c'est indispensable, mais c'est non suffisant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 2 écueils. Un premier écueil qui est de croire qu'on va pouvoir relever le défi de la décarbonation de nos économies sans nous-mêmes changer notre style de vie perso. Ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut que les hommes acceptent de ne plus manger de viande rouge. Voilà. Deuxième écueil, croire que ça suffit. Évidemment, ça suffit pas. Donc, c'est pas des petits clubs hippies, c'est un apprentissage existentiel profond de la manière dont je dois changer mon mode de vie. Dans le même temps, il faut évidemment que la puissance publique et le secteur privé changent complètement de braquet sur la question écologique. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? De mon point de vue, le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. C'est pas tellement la classe politique. La classe politique, en fait, quand même, aujourd'hui, a compris la gravité de l'enjeu. Ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres sur les questions écologiques et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris que nous allons vers des effondrements de type régional, continental. Que le Sahel est dans une position extrêmement difficile, qu'on va avoir des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent. Ils ont compris que la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Et ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été, on ne fera rien. Nous, les Européens. Pourquoi? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc., etc. On n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer? Réponse, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi? Parce que, me dit-on, me disent-ils, la Chine, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors, ils me répondent, nous,
eux, les financiers, ces financiers-là. On va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite. Alors, évidemment, ils vont devoir se faire des bunkers, mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé visiter des villages d'expatriés travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, la salle de concert, le cinéma, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, talkie-walkie. On ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame qui vit là se paye des psys pour toute sa vie. Aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller, que faire. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique. Il faut redonner les enjeux. Les enjeux, c'est l'accord de Paris, la COP 21, décembre 2015, la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de degrés Celsius. Il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés. La vraie question, c'est comment rester le plus proche possible des plus de degrés. Combien ça va coûter? C'est entre, disons, 50 000 et 90 000 milliards de dollars pour les 15-20 années qui viennent. Donc c'est de l'ordre du PIB mondial, étalé sur 15 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a cet argent? La réponse est oui. Est-ce que la sphère financière est prête à le financer? La réponse est non, aujourd'hui. Alors, on a tous les moyens. On a la capacité de le créer. Et on a la capacité aussi d'aller le chercher, parce qu'il existe déjà. Je veux dire, la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui, c'est plus de 240 000 milliards. Parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales, en particulier au cours des 10 dernières années, pour aller jouer sur les marchés financiers. Donc il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Simplement, il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers, où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle. On a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers qui sont des transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle. Voilà. Donc, on peut aller chercher cet argent, ce capital qui existe déjà. Comment? En faisant de la régulation financière et en médiocrisant, si je puis dire, le rendement des opérations purement spéculatives. Une fois que ça ne rapportera plus rien, cet argent-là va revenir à l'économie réelle. Ça, c'est évident. Il y a 2 grandes options. Il y a l'option « chacun pour soi et Dieu reconnaîtra les siens ». Dieu pour tous. C'est l'option de la violence, la guerre de tous contre tous, et le fantasme d'une petite île déserte où je pourrais aller me cacher avec mes enfants. Et il y a l'option de « on s'en sortira pas si on ne réapprend pas tous collectivement très très vite à être solidaires, à travailler ensemble, à créer des communs, de l'économie circulaire, de la permaculture, etc. » Mais ça va aussi avec une puissance publique qui accepte de financer les infrastructures vertes dont on a besoin. Sinon, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que les petits gestes du quotidien, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, les petits gestes du quotidien et ce que tu as appelé les communautés hippies sympathiques, ça nous permet de faire quoi? Ça diminue notre empreinte carbone de 20%, 25% si on est héroïque. On met beaucoup de pulls, plus d'avions, plus de viande rouge, plus de viande blanche, etc. Mais 25%, ça ne suffit pas, il faut passer à 0. Donc il ne suffit pas de passer de 100 à 75, il faut passer de 100 à 0. Et pour ça, il faut que la totalité de l'électricité qu'on consomme, celle de ce truc qui m'éclaire, tout ça, la caméra, tout ça, ça provient d'énergie renouvelable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.